le médecin de famille pour céphalée, vertige, flou visuel, tremblement. Donc c'est une somatisation, donc c'est un symptôme somatique avec un soubassement psychologique. Et si le médecin de famille était bien formé en termes de suicide, idées suicidaires et prise en charge de l'adolescence suicidaire, donc on aurait pu prévenir 50% des tentatives de suicide à l'adolescence. Une deuxième interaction par rapport à la médiatisation du suicide. Donc on trouve dans notre service qu'après chaque fois qu'on médiatise le sujet de tentative de suicide, on trouve 2 à 3 autres cas dans les jours qui surviennent. C'est le syndrome de Weber, c'est-à-dire que le suicide est contagieux. Donc, et surtout si on ne médiatise pas avec professionnalisme. On a notre ami, le professeur Fatma Chalfi, qui est professeur agrégé à l'hôpital Razi à Tunis, qui travaille sur ce sujet-là avec le Haïka pour médiatiser avec professionnalisme les tentatives de suicide. Aussi, il faut bien agir en tant que médecin de famille juste après une tentative de suicide dans l'entourage ou dans l'école ou dans le collège avec des cellules d'écoute pour prévenir cette contagion du suicide. Une dernière interaction par rapport à la cyberaddiction qui est fréquente dans la région de Sfax. Un article réalisé par notre équipe a montré la prévalence est de l'ordre de 17%. Et on a trouvé que le contrôle parental est le facteur de protection le plus fort. Donc il faut contrôler le temps passé et aussi contrôler les sites visités. Et aussi, je partage avec vous un autre résultat, que le travail de la mère, la profession de la mère en tant qu'universitaire et haut fonctionnaire est un facteur de risque de cyberaddiction. Et pourquoi ceci? Peut-être qu'on a interprété ce résultat parce que la mère est un modèle identificatoire avec l'utilisation de l'Internet et du PC, et surtout que cette femme universitaire ne veut pas que l'enfant sort et qu'il aura des fréquentations. Donc il faut mieux qu'il ait bien derrière son ordinateur, mieux qu'il sorte et fasse de mauvaises fréquentations. Donc il faut être attentif à ces femmes-là de hauts niveaux socio-culturels avec des enfants qui utilisent beaucoup l'Internet. Je passe la parole à notre ami. Oui, on va peut-être des questionnements de la salle avant d'interférer avec notre collègue qui a des questionnements. Sinon, je vais enchaîner. Il y a 4 points qui me paraissent très importants. C'est le côté expérimental que vous avez mentionné, c'est-à-dire que finalement, l'agressivité, la violence contre soi-même ou contre les autres, c'est jamais une agressivité gratuite, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience qui tourne mal, de l'expérience qui est en train d'être dynamique et que la personne, bien sûr, va bénéficier ensuite, s'il s'en sort indemne, c'est ça la problématique. Et ça rappelle un petit peu la métaphore des oiseaux, je ne sais pas si vous en avez vu, des oiseaux de ville qui parfois agressent les verres des immeubles. C'est-à-dire il y a des oiseaux qui sont en train de tourner, et puis à un moment donné, ils heurtent les immeubles à verre. Ils ne le font pas exprès. Tout simplement, ce verre est quelque chose qu'ils n'ont pas appris à connaître, et avec l'expérience de ces traumatismes, ils vont identifier ces vers et ils vont les éviter. L'adolescent est comme ça, est quelqu'un qui gesticule dans la société, mais dont il ne connaît pas les codes. Et donc, il s'agresse soi-même, les autres, pour apprendre finalement. Et c'est très important de regarder ces événements de cette manière-là. Le deuxième point, c'est que c'est des comportements à risque. Donc, c'est très bien qu'ils arrivent. C'est très intéressant de travailler avec les jeunes qui présentent ces comportements à risque, parce que l'adolescent peut être à risque, mais en tout cas,
c'est toujours bien qu'il y ait ces comportements, ces symptômes qui nous permettent de travailler avec eux. Et comme vous avez vu, lorsqu'ils consultent, lorsqu'ils sont pris en charge correctement, ils arrivent à s'en sortir et même ils peuvent bénéficier de ces expériences. La troisième, c'est dans notre société, on est en train d'assister à une prolongation de l'adolescence. Tout simplement parce qu'il y a encore la famille protectrice et parfois hyper protectrice, mais de l'autre côté, il y a le chômage. Et le chômage fait prolonger l'entrée dans la société véritablement par un travail, par une autonomisation. Et donc forcément, vous allez voir des adultes en âge, mais qui ont une problématique encore d'adolescence. Et le dernier point, s'il vous plaît, lorsque vous avez affaire à un psy qui vous dit que l'adolescent, ou l'adulte d'ailleurs, mais encore plus pour l'adolescent, s'il vous dit qu'il s'agit d'une dépression, dites-lui pourquoi cet adolescent fait une dépression. Parce que la dépression, c'est un diagnostic syndromique. C'est jamais un diagnostic d'une entité qu'il faut travailler avec le jeune. Et donc, c'est très important que vous puissiez nous poser la question parce que on travaille avec autre chose que la dépression. La dépression, ce n'est jamais un diagnostic sur lequel on va se baser pour traiter. C'est une alerte qui nous permet de nous orienter vers le type de problématique qu'a l'adolescent. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions dans la salle, je vais donner la parole aux organisateurs après avoir remercié beaucoup Dr Iman pour sa patience, pour cette excellente présentation, mais aussi au Saabel à la gestion du temps.